Chapitre 16. L'attente commence. Assis contre la roue de la charrette, Cornebique s'en veut. Depuis qu'ils ont mis les pieds chez les Griffus, il est toujours à la traîne. C'est Lem qui a les bonnes idées. C'est Lem qui prend les risques. Et c'est Lem qui va peut-être se faire étriper. Il n'aurait jamais dû l'envoyer tout seul au casse-pipe. 11 heures sonnent à l'horloge du palais. Il n'y tient plus. Il se lève et va se poster sous le porche pour guetter le retour du docteur. Les pas de quelques promeneurs attardés résonnent sur les pavés de la place déserte. Devant les grilles et sur l'escalier, les 20 soldats montent la garde, imperturbables. La même fenêtre que la veille est éclairée sous les toits. « Est-ce que t'es là-haut, Lem ? Comment ça se passe ? T'as trouvé le petit pied ?» Cornebique se roule une cigarette, passe d'un pied à l'autre, va s'asseoir contre la roue, se relève. Soudain, la lumière s'éteint là-haut. La consultation est terminée. Lem va revenir. Lem ne revient pas. Minuit sonne. Qu'est-ce que tu fiches, bonté divine ? Pourquoi tu ne reviens pas ? Cornebique n'en peut plus d'inquiétude. Il est presque 1 heure du matin quand arrive ce à quoi il s'attendait le moins. Les 2 battants de la porte monumentale du palais s'ouvrent en grand. Une silhouette efflanquée descend les marches, passe en revue les soldats étonnés et s'engage sur la place. Lem. Hélas, il ne se dirige pas où il faut. Il semble un peu dans le cirage et divague sur la place vide. Cornebique lui fait signe de loin. « Par ici, par ici !» Lem le voit enfin, trottine jusqu'à lui et lui tombe dans les bras. « Oh, Cornebique, je crois que j'ai fait une bêtise. »« T'as pas réussi, hein ? » ?»« Je crois pas. »« Emmène-moi à l'abri, je vais t'expliquer. » Ils vont s'accroupir dans un recoin bien obscur dans l'arrière-cour de la Licorne. Lem tremble encore d'émotion. Cornebique le réconforte. « Prends ton temps, mon vieux, récupère. » Au bout d'1 minute, Lem se sent mieux. Il respire un bon coup et raconte. « Au début, ça s'est bien passé, exactement comme on avait prévu. Je tape 3 fois à la porte et le garde avec la mâchoire me fait entrer. On monte des escaliers, on en descend, on suit des corridors, on traverse des cuisines, un vrai dédale de labyrinthe. J'essayais de bien noter dans ma tête, mais ça m'embrouillait à la fin. Surtout que l'autre arrêtait pas de me faire des recommandations à propos de la certaine personne. Vous l'appellerez Majesté ceci, vous lui parlerez à la 3e personne cela, vous ne ferez pas allusion à sa taille. Bref, au bout de 3 minutes, j'étais dans les choux pour l'orientation. Tant pis, je me suis dit que je me ferais guider en ressortant. Ensuite, on arrive dans les salles du palais. Et là, je te prie de croire que ça vaut le détour. Des escaliers de marbre où tu ferais monter 4 éléphants de front, des lustres de 300 kilos, des tapis, je te dis pas. Et sur tous les murs, les immenses portraits de la grand-mère, par dizaines. En les voyant, j'ai compris pourquoi il fallait pas lui parler de sa taille. On a l'impression que le peintre a pas réussi à la faire entrer dans le cadre. Elle dépasse de tous les côtés. Une espèce de grande girafe, le genre qu'on appelle à la rescousse pour t'épandre les andouilles, tu vois ? Bon, ensuite on arrive, le garde et moi, aux appartements de madame, tout en haut, sous les toits. La petite lumière qu'on voyait d'ici vient bien de chez elle, tu avais raison. Une fouine balafrée de l'œil, au menton, nous accueille. En me laissant, ce balourd de garde me glisse à l'oreille. « Si tu ne la guéris pas, je te saigne. » Merci pour les encouragements. J'entre. Et là, mon pauvre, je me demande si j'ai la berlue. La grand-mère est assise sur un minuscule fauteuil à bras, et ses pieds touchent même pas terre. C'est une naine, je te dis. Elle fait la longueur de mon avant-bras. Et encore, elle a des jambes de sauterelle. Sa tête triangulaire s'agite en haut d'un cou pas plus gros qu'un fil de fer. Une Griffue est en train de la préparer pour la nuit, et elle a bien du mérite, parce que la nabote siffle et crache. Une vraie furie. Un coup d'œil autour de moi, et je me rends compte que tout le personnel est griffé, écorché, recousu. Moi,
Je reste à la porte et je ne bronche pas. Tu penses bien. Une femme de chambre s'approche de la grand-mère. « Le docteur Lem est arrivé, Majesté. Voudriez-vous le rencontrer ?» Ça part illico. Srish ! Elle lui laboure la joue. 4 belles rayures rouges et le sang qui dégouline. La pauvre fouine se corrige vite. « Sa Majesté voudra-t-elle le rencontrer ?» « Mon petit Lem, j'ai pensé, oublie pas la 3e personne. Ou plutôt, vu que t'es pas très fortiche en conjugaison, prends pas de risque et boucle-la. » La grand-mère lève les yeux sur moi, et là, comment te dire, j'ai l'impression qu'on me lâche un troupeau de vipères sous la chemise, ou plutôt qu'on m'asperge d'acide chlorhydrique. À mon avis, cette créature provient d'un croisement entre une fourmi rouge et un scorpion. Bon, on me dit que les soins auront lieu dans sa chambre. Ça tombe bien, c'est justement ce que je voulais. Ils se mettent à 2 pour l'emporter sur son fauteuil. Je poireaute un peu, puis une fouine vient me faire signe que je peux y aller, que ma patiente est prête et qu'elle m'attend. Je suis pas froussard, Cornebique, tu le sais, mais je te jure que j'étais dans mes petits souliers en poussant la porte. Elle était toute seule dans une immense chambre, assise contre des oreillers, sur un lit 20 fois trop grand pour elle. Elle me fixe, effrayante sous son bonnet de nuit à dentelle. Je m'approche, les jambes en coton, et je tente une 3e personne. « Est-ce que Sa Majesté voudrions bien s'allonger sur le ventre ?» Ça devait être juste. Elle n'a pas bronché. Seulement elle bougeait pas. Alors j'ai eu un coup de génie. Je lui ai tendu ma bouteille plate. « Un petit remontant, majestueuse ?» Elle y met le nez, en avale une gorgée, 2 gorgées, et puis tu sais ce qu'elle fait, Cornebique ? Elle me descend toute la bouteille, cul sec. Je me demande ce qu'elle va choisir. Cracher des flammes ou exploser ? Ni l'un ni l'autre. Elle lâche un petit rot délicat et se couche sur le ventre. Je déboutonne sa chemise de nuit. Oh, la vilaine bête ! Son dos squelettique est comme couvert d'écailles. Ses côtelettes ressemblent à des arêtes de poisson. Et puis, où est-ce que je vais mettre mes ventouses, moi ? Y a pas de place. Restent les petites fesses de rat. Je fais brûler mes bouts de coton et je lui colle une ventouse sur chaque miche. Plop, plop. Ça les coiffait juste. « Bougez plus. Elle bouge plus, la Majesté ?» Je lui ordonne, mais elle ronflait déjà. Ma tisane l'avait allongée pour le compte. Bien, je me dis, jusque-là, tout a marché comme sur des roulettes. Maintenant, on passe à la suite. Et c'est là que Lem se tait. Il baisse la tête, soupire. « Qu'est-ce qui s'est passé, Lem, dis-moi » ? Eh bien, il s'est passé que d'un seul coup, je savais plus ce que j'étais venu faire ici. Voilà, mon amnésie, tu sais. Ton amnésie ? Oui. Les larmes lui coulent doucement sur les joues. Jamais Cornebique ne l'a vue triste comme ça. Mais ça fait rien, mon Lem, pleure pas. Et je me rappelais très bien que les ventouses, c'était juste un truc pour entrer dans les murs, et que j'avais quelque chose d'autre à accomplir, quelque chose de très important pour toi, Cornebique, et que je t'avais promis. Mais quoi ? Bon sang de bec, quoi ? La rhamnésie, vois-tu, c'est comme un mur qui s'effondre. Il reste que de la poussière. Ah, tu peux fouiller tant que tu veux, ça sert à rien. C'est pas grave, Lem, regarde-moi. J'ai quand même cherché dans la chambre, des fois que je tomberais sur un indice et que ça me secourait la comprenette, mais rien. Le vide dans ma caboche. Et au moment où je te parle, tout de suite, j'ai toujours pas retrouvé ce que je devais faire là-bas. Ah, tu devais délivrer un petit loir qui s'appelle Pied et une loireute. Ça te rappelle quelque chose ? Lem secoue la tête. Ça ne lui rappelle rien du tout. T'en fais pas. Je vais te raconter l'histoire depuis le début. Ça sera comme si tu avais une poche trouée et que tu aies perdu tous tes sous. Moi, je recoue la poche et je remets des sous dedans. Ça te va ? Allez, souris-moi ! Lem sourit tant bien que mal. Cornebique lui raconte pour la 2e fois, avec les mêmes mots. La cigogne Margie, la lettre de Stanley, le petit pied dans sa chaussette, les fouines, la nuit du brouillard, tout. Lem l'écoute attentivement jusqu'à la fin,
puis il renifle et grogne. Faut aller le chercher, ton petit gars, et la petite aussi. Il se taise un instant, le temps que des clients de l'auberge traversent l'arrière-cour, puis Cornebique reprend à voix basse. Au fait, pourquoi t'es sorti par la grande porte? Je suis reparti sans le garde, je me suis perdu. À force de tourner en rond dans le palais, j'ai fini par me retrouver à la sortie principale. J'ai ouvert la porte et on m'a laissé passer. Ils arrêtent ceux qui rentrent, pas ceux qui sortent. D'accord. Et une dernière question, Lem. Quand je t'ai récupéré tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait une bêtise. C'est quoi? Lem hésite. C'est quoi, Lem? Ah ben, ça s'est passé au moment de quitter la chambre de grand-mère, quand j'ai repris mon grand sac médical. En le voyant, j'ai eu une sorte d'illumination, et je me suis rappelé que, pour accomplir ma mission, il fallait que je mette quelque chose dedans. Oui, c'est ça, quelque chose que je cacherais dans le sac, sous la couverture. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Lem, tu m'affoles. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, c'est-à-dire que des quelqu'un, il n'y en avait pas des masses dans la pièce, à part... Cornebique se sent défaillir. Il voudrait hurler. Lem, par mes cornes, tu es en train de me dire que... Lem hocha la tête, désolé. Cornebique en bégaye. Dans le sac? Lem hoche la tête. Le sac est posé sur ses genoux depuis qu'il est revenu, depuis plus d'une heure. Cornebique n'ose plus parler, plus bouger. Sa voix déraille et ressemble au couinement d'une souris. Lem, tu veux me dire que là, dans ce sac qui est sur tes genoux, il y a... Loche hoche la tête et conclut. T'en fais pas, elle est ronde comme une queue de